Je propose que notre ami Cofinal fasse son exposé, puis si vous avez le courage, on restera peut-être 5-10 minutes pour discuter. Alors Jean-Claude Cofinal, il a eu la chance, je crois, d'avoir un nouveau robot, il va nous en parler, mais surtout il va nous poser juste le problème de l'organisation. Oui. Quelques images. On pourra discuter. Le nouveau robot va avec la discussion. D'accord, tout à fait d'accord. Voilà. C'est lequel? En tous les cas, pendant qu'on passe le diaporama, l'Académie, je parle pour notre président Henri Coudane qui n'est pas là, et puis pour notre vice-président qui sera président l'année prochaine, a vraiment envie de s'engager de façon très importante pour aider Jacques Hubert dans ce concept de la prise en charge de la formation. Et c'est peut-être effectivement, je vois que Jacques aussi qui participe, je crois, au rapport de l'Académie nationale de médecine, que si vous voulez, si la France peut prendre une place, donc avec une école européenne, je ne vais pas raconter ici voilà, bien sûr, donc il faut savoir ça, et puis je ne voudrais pas qu'on oublie, parce qu'il est malheureusement parti dans une direction très difficile, mais l'école de chirurgie qui avait été faite à Paris par Guy Valencien, mais qui malheureusement, pour des raisons qu'on peut pas, qui sont très difficiles à évoquer, a disparu avant même d'avoir vu vraiment complètement le jour. Donc on donne la parole à notre ami Jean-Claude Cofinal, et après on fera une petite discussion, si vous voulez, de 10-15 minutes. Oui. Donc, conséquences robotiques sur le système de soins, c'est dans le rapport de l'Académie. L'exemple de l'Île-de-France, je veux dire, c'est très particulier. La structuration de la chirurgie en Île-de-France est un peu particulière par rapport aux régions, et je m'intéresserai ici uniquement à un problème particulier qui est un problème populationnel. La contextualisation, cette réflexion est arrivée parce qu'on travaillait avec François Richard pour établir le projet régional de santé à l'ARS, et on a fait une enquête très importante que j'ai présentée ici, qui était une cartographie des établissements chirurgicaux sur laquelle on avait une centaine d'items. On a réussi à récupérer pratiquement l'ensemble qui s'intéressait aux plateaux médico-techniques, aux activités, aux ressources humaines et les objectifs pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. On a eu 77% de réponses et on a complété le reste par les données de l'ARS. Parmi tous les éléments, il y aurait énormément de choses à dire, mais l'inégalité de répartition de l'implantation robotique a attiré particulièrement notre attention. Alors voilà une photo de Paris, de la Petite Couronne, et on s'aperçoit, là on ne le voit pas, mais qu'il n'y a que 3 robots qui sont extérieurs à cette zone. Il y avait à cette époque-là 11 robots dans le privé, 6 dans les ESPIC, 1 à l'armée, et l'assistance publique venait d'acquérir ces 9 nouveaux robots pour rattraper un petit peu son retard. Et il y avait donc pour les GHT, c'est-à-dire ces hôpitaux des zones un peu plus périphériques, en tout cas l'absence de robotique. Donc la question qu'on s'est posée, et on va le voir après, c'est de se dire, est-ce que ça avait un retentissement quelconque sur l'offre de soins ou en termes de santé publique? Là, je pense que vous pouvez retrouver tout ça. Ce qui était intéressant quand même, c'est le schéma du bas, enfin je veux dire, qui montre que les parts de marché pour le privé en Île-de-France sont de 53%, la PHP 18 ou 19%, les ESPIC 11% et les GHT quand même 17%. Donc aucun robot dans ce secteur. Voilà. Alors je me suis posé la question de savoir quel était le positionnement institutionnel vis-à-vis de la robotique chirurgicale. Pas de déclaration SAE, pas d'autorisation, pas d'inscription sur la liste des actes CCAM, ce qui a été corrigé en 2020, et nous n'avions aucune traçabilité. Nombre de robots, leur localisation, le type d'établissement, l'activité. On considère aujourd'hui qu'il y a eu 180, on devait être à 200 000 interventions en France faites robotiques, pour laquelle on a un codage de célioscopie, donc c'était très difficile de se faire une idée, d'y voir un peu plus clair. Aucune évaluation, on vient d'en parler, de la formation des opérateurs et des résultats de cette pratique qui initialement quand même était assez disruptive. Toutes les informations, une grande partie du rapport que j'ai fait reposait sur des données du constructeur.
Le rapport HAS de 2016 sur la prostatectomie radicale, c'est la seule enquête ou c'est le seul rapport national que l'on ait. On ne dit pas de notion d'avantage chirurgical en termes d'evidence-based medicine et des recommandations qui n'ont pas été suivies de dire il faut un registre national, il faut évaluer la formation et il faut faire de nouvelles études. Donc j'ai mené un rapport pour l'ARS. Donc c'est une petite partie parce qu'il y a un impact bien sûr sur l'attractivité, sur l'offre de soins en général, et je vais vous parler de la part populationnelle de ce rapport sur la pertinence des soins, la territorialité, la démocratie sanitaire, qui étaient en fait des objectifs, des questions qu'on doit se poser quand on fait un plan régional de santé. Alors les objectifs, on a pris un traceur, c'est-à-dire la prostatectomie radicale pour cancer, avec toutes les données qu'on pouvait trouver, les bases de données, le volume par les établissements de santé, la provenance territoriale, les établissements opérateurs. Donc pour les robotiser, les centres, on sait que 98% de ces interventions étaient faites en robotique, mais codée célioscopie. Pour les autres, c'était plus facile, il y a un codage célioscopie ouvert. L'objectif en termes d'offre de soins de santé publique, la question se posait, c'est quelle densité robotique territoriale, est-ce qu'il y a quel taux de chirurgie ouverte résiduelle et quelle est la DMS, c'est-à-dire le confort pour le patient et l'efficience éventuellement économique. Alors, l'objectif en termes de santé, y a-t-il une identification populationnelle par rapport à cette distribution ? L'analyse sur le secteur administratif, Paris, Petite Couronne, dans le découpage administratif, 75, 92, 93, 94, on a des taux de robotisation qui dépassent celui des États-Unis pour la ville de Paris, pour 131 000, et l'ensemble, à l'exception de la Seine-Saint-Denis, on va y revenir, et au niveau de la Belgique, de la Suède, etc. Donc on a un taux de robotisation tout à fait cohérent par rapport au développement actuel, avec une Seine-Saint-Denis où il y a un robot pour 1 600 000 habitants. Quand on prend la Grande Couronne, c'est assez homogène dans l'averse. 77, un pour 1 400 000, un pour 1 300 000, etc. Sauf le 78, dont on s'aperçoit que le vrai découpage, c'est un découpage d'une zone 1 dans laquelle le 78 se comporte tout à fait, et on le voit par le mouvement des populations quand on suit l'endroit où les patients se font opérer, qui est de la zone 1, c'est-à-dire Paris, Petite Couronne, et le 93 se comporte tout à fait comme la Grande Couronne. Donc on a deux zones. Une zone, cette première zone qui est cette zone centrale où on a un robot pour 231 000 habitants et une zone 2 où on avait à l'époque, depuis on a deux robots pour les GHT, un robot pour 2 700 000 habitants. Bon, on pourrait se dire, écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça, et puis voilà. Alors en termes d'offre de soins, les questions qui étaient posées, il y avait 3 questions. C'est l'accessibilité régionale à la chirurgie robotique. On comprend avec ce qu'on a vu que effectivement la zone 1 a une possibilité pour cette intervention de 70% d'accès à la chirurgie robotique et dans la zone 2 seulement 30%. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est le taux de chirurgie ouverte dans ces deux secteurs. Eh bien, dans la zone 1, c'est 12%, donc c'est une zone très faible de persistance de chirurgie ouverte. Donc, on se rend compte quand même que dans la zone 2, il y a un tiers des interventions qui restent en chirurgie ouverte. Quant à la DMS, on voit qu'il y a une différence de plus de 2 jours entre ces deux secteurs. Donc la conclusion montre l'existence de 2 groupes populationnels exposés à des risques différents. Les patients de la zone 2, ils ont un accès limité à la robotique, un taux de recours à la chirurgie ouverte près de 3 fois supérieur et une DMS de 2,2 jours. Alors quand on aime bien calculer les choses, ça fait une différence pour le nombre de patients de 6 à 7 millions d'euros. Conclusion 2, cette étude montre de façon significative au regard de cet axe traceur l'existence d'un problème de pertinence des soins entre la chirurgie ouverte, non ouverte, etc. Une lacune grave en termes de démocratie sanitaire,
Et cette inégalité touche des territoires populationnels franciliens en situation de précarité à forte croissance démographique. La typologie de l'implantation robotique est corrélée à l'ensemble de ces résultats. Elle est un bon marqueur de fragilité territoriale de l'offre de soins chirurgicale francilienne. Je rajoute un petit quelque chose. Il n'y a pas de politique de santé concertée autour de la robotique. C'est absolument pas le cas en Suède, au Danemark, où on a choisi au Danemark de faire le tout robotique, pas parce que le robot c'est mieux, mais justement parce qu'on est passé complètement à la chirurgie mini-invasive et ils ont fait des économies excessivement importantes. Ils l'ont, pour un petit pays de 5 millions d'habitants, ils l'ont chiffré à plusieurs, presque centaines de millions d'euros par an. Voilà, c'est tout pour cette communication. Je vais juste montrer quelques diapos très rapidement. Combien de diapos pour le nouveau robot qui arrive? Ça va aller comme ça. Alors vas-y, vite fait. Oui. Pendant que tu mets tes diapos, je le dis tout de suite, Jean-Claude, ton travail souligne bien le problème de la répartition. On te laisse, madame. Juste pour vous faire une information, voilà. CMR, ça fait 2 ans qu'on suit CMR. Les autorisations ont été données. On a travaillé pendant 2 ans sur ce sujet et cette chirurgie a commencé à la clinique du Parc à Saint-Étienne et à Argenteuil en septembre. Vu la pandémie, le showroom ne pouvait plus avoir lieu à Cambridge parce qu'on ne pouvait pas aller en Angleterre, donc il a été installé à l'hôpital d'Argenteuil. Donc vous voyez là le robot sur le pelvis trainer, à droite quelqu'un sur un simulateur. Voilà, je vous présente les sommités qui sont venus nous visiter. Ici Georges Fournier, Jacques Hubert, qui est là, qui est en train de travailler, de voir comment on peut mettre et comment il faut mettre ces 3 quarts. Ici, c'est la préparation, la répétition avant la première prostatectomie radicale. Voilà l'intervention qui s'est déroulée normalement, sans trop de temps, d'allongement de temps par rapport pour l'opérateur habituel. Et là, c'est un essai avec les 4 bras pour essayer de travailler, pour que le seul opérateur puisse travailler avec les 4 bras. Actuellement, vous voyez ce qui a été fait, prostatectomie radicale, promontofixation surrénale, diverticules, vésicaux et en gynéco, hystérectomie totale. Enfin, c'est le même spectre. Voilà, on espère pouvoir démarrer à Argenteuil la chirurgie thoracique. Vous voyez simplement que c'est très différent. Je crois qu'il y en a une extrême simplicité, puisque ces bras sont très légers et que, je ne vais pas vous faire l'article, mais dire qu'on est très proche de la cœlioscopie. On démarre en cœlioscopie, on peut mettre les bras si on a envie, si on a besoin, on peut les enlever et l'ambiance du bloc opératoire, vous l'avez vu avec l'opérateur qui faisait son intervention, c'est celle du bloc de tous les jours. Voilà, de retour à l'académie. Merci beaucoup. Voilà le bureau qui est ici avec le Stan Institute. Merci beaucoup Jean-Claude. Non mais si vous voulez, je vous propose qu'on se donne, il est 5h24, on se donne 6 minutes jusqu'à 17h30 et si vous avez des questions très spécifiques, moi je voudrais féliciter les 2 orateurs parce que je crois qu'ils sont vraiment dans la perspective de demain et j'espère que demain va être aujourd'hui. Nous n'avons pas du tout traité dans le rapport les aspects de la formation car nous savions que vous faisiez ce travail à l'Académie de médecine et donc en revanche le travail de Jean-Claude Couffinal a été reproduit de façon très extensive et vous aurez beaucoup de réponses à certaines questions sur l'organisation des soins et sur le coût, parce que j'en profite, là il y a des questions qui arrivent sur nos portables pour le coût, est-ce que le coût est vraiment prohibitif ou pas, et en fait ton analyse montre que si on prend tout en compte, c'est pas si cher que ça. Voilà, je ferme cette parenthèse. On va le dire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ah, oui. C'est pas une question, c'est-à-dire que là on est vraiment dans le rôle de l'académie, peut-être d'alerter les tutelles, qu'au plan industriel on n'est pas à la hauteur de la construction de robots, ce qui va quand même un petit peu, voilà. Est-ce que c'est à nous de le dire? Je ne sais pas. Et que 2, il y a quand même effectivement une inégalité dans l'offre de soins d'un territoire à l'autre, d'une zone, ça porte bien son nom, zone, il y en a une qui est une zone et l'autre qui ne l'est pas.
Et donc, je pense que je me demande si ce ne serait pas le rôle de l'Académie aussi, peut-être un petit peu d'alerter sur ces deux points, et particulièrement sur le deuxième, qui, j'avoue que je le découvre là, consterné. Alors si tu veux, je te remercie d'avoir posé cette question parce que c'est un sujet qu'on a abordé en aparté, je le dis devant Jean-Claude. Il a pris l'exemple du robot pour parler des problèmes de territoire de soins, qui est un débat politique et socio-économique absolument complexe, et c'est donc un sujet auquel le secrétaire et le président futur vont sûrement réfléchir, et ça pourra faire peut-être. Mais si tu veux, c'est un sujet que l'offre de soins, ça date. Marisol Touraine était très claire. Je sais que notre directeur d'hôpital est parti au ministère pour s'occuper de la répartition de l'offre de soins, mais le robot est uniquement un exemple pour montrer que, et je trouve ça très intéressant que tu l'aies fait parce que c'est un document de travail qui pourra servir, mais c'est pas tout à fait, donc c'est pour ça que on est tout à fait d'accord. Est-ce qu'il y a des questions plus spécifiques à l'enseignement ou... La double commande, ça m'a l'air très important. C'est vrai ou pas? Tu veux dire que là, il n'y a pas de double commande sur ce robot? Non, je n'ai pas dit ça, mais... En général, est-ce que Jacques, tu penses dans la formation? Voilà, j'ai l'impression que... Je crois qu'il faut être très très simple, donc c'est comme ça que je comprends la question. Je ne défends pas du tout ce robot. Je veux dire que nous, on n'avait pas les moyens d'avoir un Da Vinci. Non, mais la question de Jacques, Jacques à l'autre Jacques, est-ce que tu crois que Jacques, c'est très utile d'avoir une double commande? J'ai l'impression, pour avoir entendu, notamment dans la chirurgie hépatique robotique, que contrairement par rapport à la laparoscopie, l'assistant n'est plus un assistant double commande. L'assistant est aussi un opérateur. Et donc ça change énormément les choses. C'est un progrès pour ce que j'ai entendu. Voilà, je voudrais votre avis. Oui. Moi j'ai l'expérience de la double commande puisqu'on a ce système donc à Nancy. C'est vrai que pour la formation c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a un jeune qui fait l'intervention. Nous on est le senior est sur l'autre robot. Si on voit qu'il est un petit peu dans la difficulté, on appuie sur un bouton et on prend la main. Et on reprend la main. On le remet sur les rails et puis ensuite toc on lui redonne la main. On n'a pas besoin de lui dire pousse-toi, il faut que je prenne ta place, etc. Voilà, non, c'était mieux que l'auto-école puisqu'on prend le volant et on a toutes les commandes. L'auto-école, il est obligé de mettre la main sur le volant et éventuellement il y a une pédale. C'est très dangereux. Non, c'est un progrès très important, mais qui a aussi un coût. C'est 200 000 € la console. Pierre Moser veut faire un commentaire. Oui, je voudrais faire un commentaire en fait qui m'a apparu, enfin qui m'a éclairé en parlant avec les financeurs. On est tous d'accord, je pense que d'un point de vue chirurgical, en tant que chirurgien, quand 98% des collègues veulent utiliser un outil, que ça a du sens. Et on a du mal à le translater en argent. Est-ce qu'on gagne plus? Enfin, est-ce que ça coûte plus cher ou moins cher? Je crois qu'il ne faut pas perdre de vue que le problème essentiel, c'est que si on prend un exemple simple qui est la prostatectomie radicale, aujourd'hui le patient reste hospitalisé 36 heures, pour faire simple. Pour une prostatectomie radicale à ciel ouvert, il va rester 5 jours. Donc on fait les comptes et à la fin ça coûte le même argent. Ça coûte le même argent, mais l'argent il ne va pas au même endroit. Quand le patient est hospitalisé 5 jours, c'est pour payer des infirmières françaises qui ensuite vont aller consommer à Carrefour, à Auchan. L'argent reste dans l'économie française. Quand le même argent est mis pour de la chirurgie robotique avec un constructeur nord-américain, ça va aux actionnaires américains. Donc c'est là le problème, je pense, qu'aujourd'hui, qui fait qu'on a du mal à diffuser cette technique. Et il ne faut pas se leurrer. Je crois que le problème essentiel est là. Et si je puis me permettre, je pense que l'Académie a un rôle majeur à jouer pour favoriser, pour aider l'industrie biomédicale française. Voilà, excusez-moi, ça me porte à cœur. Et vraiment, le jour où j'ai compris ça, et ben, je me suis dit, c'est le même argent, mais il ne va pas du tout au même endroit. Oui, moi, ce qui me gêne un peu dans cette affaire robotique, c'est que le robot surfe sur la cellio. Parce que quand on nous dit la prostatectomie robot, c'est 1,2, tu l'as dit là, 2,2 jours de durée moyenne de séjour, contre 5 jours pour la prostatectomie ouverte. En fait, on fait un amalgame entre la cellio et le robot. Et alors évidemment, tant mieux pour le robot, je veux dire, tant mieux, parce que finalement les arguments du robot emportent les arguments de la cellio, mais dans l'analyse précise des choses, si on veut vraiment savoir de quoi on parle,
Il faut faire la part des choses. Et les abords mini-invasifs, tu développes beaucoup le fait que le coût global, parce que les gens restent moins longtemps, etc. C'est la cellio. Je veux dire, c'est l'abord mini-invasif. Voilà. Je n'attaque pas le robot. Mais j'insiste sur l'analyse des choses. Moi, je vais te dire pourquoi, par rapport à la cellio, le robot est irréversible. Il est irréversible d'abord parce qu'il reproduit les gestes. Et deuxièmement, il va standardiser les interventions et il va se coupler d'une intelligence artificielle et avec d'éléments bloquants. Il va intégrer les images. Et donc, de toute façon, il est réversible. La vraie question qui se pose et qui va se poser en termes, c'est effectivement le glissement au point de vue financier. Ben, c'est exactement, on a connu ça pour le sofosbuvir, on connaît ça pour le Remdesivir. Vous savez comment a été calculé l'antiviral pour le Covid-19 ? Et l'antiviral, le prix, il est simplement, ça fait baisser de 2 jours la réa, et donc ils le font à 2500 €. Voilà. Et ils calculent comme ça. Et c'est un glissement, c'est du fric qui sort qui ne revient pas à l'État, c'est du fric. C'est une des raisons pour laquelle il faut développer les produits français, il faut développer l'enseignement. Mais pour ça, il faut apporter un peu de data quand on veut t'aider. Alors, dans les questions qui nous arrivent, parce qu'en fait les questions nous arrivent sur notre portable, on n'avait pas compris. Donc Jacques Meurette, non parce qu'on n'a pas YouTube, Jacques Meurette fait simplement remarquer que la CNAM a établi une traçabilité des interventions robotiques, et donc en termes de data, toutes ces cohortes de malades opérés sont maintenant traçables. Et donc il le fait remarquer, et c'est vrai que ça va être... Il y a une traçabilité, mais il y a un remboursement spécifique pour l'instant. Il n'y a pas de remboursement. Non. C'est-à-dire, ce qui avait été proposé quand même, c'était prononcé, la HAS s'est prononcée pour le remboursement, ça n'a pas été... Le remboursement de la prostatectomie radicale, c'est actuellement au tarif CELIO standard. Là, je suis convaincu, comme toi, de l'irréversibilité de l'évolution vers le robot. Et je rebondirai sur une première question, que tu avais posée au tout début de séance, c'est sur l'adaptation de l'outil au chirurgien ou du chirurgien à l'outil. Et je crois que c'est là qu'est la grosse différence entre la CELIO et la robotique. Dans mon domaine, un exemple tout simple. Moi, quand j'ai appris à opérer à ciel ouvert, le rétropéritoine, mes maîtres m'ont toujours appris, le pipi il reste derrière, il faut refermer le péritoine. Donc il faut séparer la cavité abdominale du rétropéritoine. Quand on a fait les mêmes interventions en CELIO, en transpéritonéal, faire un surjet pour fermer le péritoine, c'est trop difficile. Alors on se contente de mettre 2 clips pour refermer grossièrement. Le robot, parce que on met une demi-heure à faire ce surjet-là. Alors que le robot, le surjet, ça va tout seul, quoi. Et donc on refait la technique chirurgicale et on revient aux principes fondamentaux qu'on nous avait enseignés grâce à la robotique. Et donc c'est là la grosse différence entre le robot et il est au service du chirurgien. Xavier Martin, c'est très important de voir justement de ne pas changer de technique quand des techniques ont fait largement leur preuve, qui n'empêche pas qu'on peut progresser. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que quand même, on a tous été formés de façon très cadrée pour la laparotomie. L'essor de la cystoscopie est arrivé, ça a été un espèce de développement aussi anarchique que bénéfique pour les patients. On aimerait, ça serait bien que ça ne se reproduise pas pour le robot, quoi. C'est un peu ça. Voilà. Il faut qu'on conclue. En tous les cas, Jacques, j'espère que le projet d'une école sera est sûrement soutenu par l'Académie, mais j'espère que ce soutien sera avec d'autres, j'allais dire vulgairement d'autres souteneurs, mais en tous les cas avec d'autres soutiens pour arriver à avancer. Et puis Jacques, vraiment, je crois que l'étude que tu as présentée Jean-Paul, je veux dire, l'étude que tu as présentée, Jean-Claude, pardon, l'étude que tu as présentée sur les répartitions des territoires de santé en fonction des... Et ça, c'est très important parce que c'est un élément qui pourra servir à réfléchir. Donc, il y a vraiment 2 sujets. Je me tourne vers le vice-président, donc futur président 2021, qui, je pense, prendra sur ses épaules, 1, l'école française, voire européenne, voire mondiale de chirurgie robotique, et deuxièmement, les territoires de santé avec la répartition la plus juste possible des possibilités d'accès à des nouvelles techniques chirurgicales. Voilà, je vous remercie, je m'excuse de ne pas avoir modéré suffisamment vite. Bonne soirée.